Bonjour à toutes et à tous. On applaudit. Il va arriver tout de suite Hugo Clément. Salut Hugo. Je crois qu'on a raté l'allumage du micro. Ouais. Ah bon. Si, bonjour tout le monde. Parti. Bonjour. Bonjour, ça y est les bienvenus. Je vous le présente pas Hugo Clément parce que vous êtes toutes et tous là pour lui. Moi vous me connaissez si vous êtes habitué d'Arte. Ça fait 15 ans que je présente des émissions sur l'écologie, sur l'environnement, sur l'agriculture aussi. Et puis si vous regardez des vidéos sur l'écologie, sur YouTube aussi, vous connaissez peut-être ma chaîne Tous Terriens. On n'est pas très nombreux, Hugo, à traiter de ces sujets, à donner des informations depuis le terrain, à la télévision, sur les réseaux, pour donner les clés, pour comprendre ces sujets, pour agir ensuite et pour changer de regard sur le vivant. Ça va être le sujet qui nous rejoint, donc c'est cool qu'on soit là tous les deux pour parler de ce qui nous rassemble, de ce qui nous rassemble avec vous. On va avoir 1 heure entière de rencontres. Comme on bosse tous les deux sur ces sujets, ChangeNow m'a proposé de faire cet échange pendant 30 minutes avec toi. Donc il y aura 30 minutes de questions-réponses. Et ensuite, on va s'asseoir. Et ensuite, je viendrai vous passer la parole, le micro dans la salle pour que vous posiez toutes et tous vos questions à Hugo. Désolé, hein. Vous allez voir mes fesses pendant 1 heure, mais... Ah oui. Mais après, on va se rapprocher, c'est promis. C'est promis. Bon, c'est cool. En tout cas, il y a un truc qui est intéressant. Je réalisais pas avant de te rencontrer que tu bossais pour autant de médias différents. J'avais envie de faire. Tu es un peu un activiste des médias parce que tu bosses. Bon, on te connaissait avant sur Le Petit Journal, sur Quotidien, sur Combini, et maintenant tu as créé un média qui s'appelle Vaquita. Tu bosses pour France Télévisions, pour des spéciales, pour Sur le Front. Tu fais aussi ce que j'ai là dans les mains, des livres. On va en parler. Qu'est-ce que j'oublie encore? France Inter. France Inter, les matinales et, ouais. les réseaux sociaux. Ouais. Lequel de ces médias, tu dirais, est le plus adapté pour justement faire passer ces messages, pour qu'on passe là à l'action? Ça s'appelle ChangeNow. Qu'est-ce qui est le plus adapté? Je pense que tous les médias sont importants pour toucher une catégorie de la population, et c'est pour ça que moi j'essaie d'être vraiment présent sur les médias traditionnels comme la télé, à heure de grande écoute, ou les matinales radio, mais aussi d'être sur les réseaux parce que tu touches pas les mêmes personnes, et si tu veux t'adresser à tout le monde, il faut aller sur tous les médias. Et ça m'a parfois été reproché d'ailleurs d'aller parler dans tous les médias, mais il faut le faire parce que sinon tu te coupes forcément d'une partie de la population. Et notamment sur les réseaux sociaux, c'est un outil formidable, les réseaux, parce que ça permet de toucher vraiment des millions de personnes. Mais souvent, on est un peu enfermé dans des bulles dans notre biais de confirmation, quoi, qui nous abreuvent de contenus avec lesquels on est déjà d'accord. Et plus on interagit avec ces contenus, plus on est abreuvé de contenus sur l'écologie. Enfin, moi, j'ouvre mon compte Instagram, j'ai que des animaux. J'ai l'impression que tout le monde est écolo, qu'on est dans un espèce de monde idéal, absolument génial. Et si on ne sort pas de cette bulle-là, dans laquelle nous mettent les algorithmes, on a une vision un peu faussée du monde. Et souvent on me dit en conférence, mais pourquoi ça bouge pas? Parce que tout le monde est d'accord. Mais non, non, tout le monde n'est pas d'accord, et c'est bien ça le problème. Tout le monde n'est pas déjà d'accord sur le constat. Il y a encore des gens qui ne sont pas d'accord sur le constat. Tout le monde n'est pas d'accord sur les moyens à mettre en œuvre pour changer. Tout le monde n'est pas d'accord sur les actions à identifier, sur les responsabilités, etc. Donc c'est un sujet qui est très clivant aujourd'hui, l'écologie. Et quand on se contente des réseaux sociaux, des médias très engagés, des médias ce qu'on appelle affinitaires, c'est-à-dire tous les médias qui parlent d'écologie, et j'en ai créé un moi-même, mais on sait qu'on s'adresse à un public qui est déjà plus ou moins convaincu, et plutôt plus que moins. Donc c'est important d'aller aussi dans les masses médias, y compris dans des médias qui peuvent être considérés comme hostiles à l'environnement, certaines chaînes de télé, certains journaux papier, parce que c'est aussi là qu'on va réussir à aller toucher un public qui ne vous écoute pas sur les canaux que vous utilisez traditionnellement. En tout cas, moi, tu apparais très souvent sur mon fil Instagram, c'est cool. Je pense que je suis dans ta bulle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta bulle là autour de nous. C'est assez cool d'ailleurs d'être dans une bulle ensemble pour pouvoir échanger en direct. Maintenant, je suis allé te voir ailleurs que sur Instagram il y a une semaine, sur France Télé. J'en fous partout, excusez-moi, mais cette gourde, c'est bon. Cette carafe est très mal fichue, ChangeNow. Hein, si vous avez vu d'ailleurs Sur le Front, sur la Terre qui nous nourrit, vous avez peut-être une impression de déjà vu parce que tu as fait une expérience qui ressemblait avec de la terre à l'intérieur. La terre d'un agriculteur qui était en conservation des sols et d'un agriculteur qui était en conventionnel, en céréalier, qui faisait donc du labour. J'ai trouvé ça super intéressant. Moi, j'ai traité de ce sujet sur Route, sur Arte, et tu l'as dit. Je ne sais plus où je l'ai entendu. Tu as dit le ver de terre, c'est pas l'animal le plus sexy qui existe. Tu as dû faire comme moi, justement, cette entreprise de convaincre ta chaîne de diffuser une émission sur un sujet qui n'est pas sexy en apparence. Qu'est-ce qui
aident à convaincre sur des sujets, il y en a beaucoup quand on parle d'écologie qui ne sont pas sexy, pour justement faire comprendre, faire passer les enjeux et les urgences au public qui nous entoure là. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu besoin de beaucoup convaincre France 5 de faire ce sujet, parce qu'ils nous suivent sur cette émission depuis le début et ils nous laissent une grande liberté de choix des sujets. Mais oui, c'est sûr que quand vous dites on va faire une émission en prime time sur le ver de terre, comment dire, la plupart des diffuseurs vous regardent avec un air un peu dubitatif, ils disent t'es sûr, les vers de terre en prime time? Et en fait, ça a super bien marché en audience et ça montre que quand on se moque pas quand on se fout pas de la gueule des gens, quoi, quand on fait vraiment des enquêtes fouillées, qu'on prend des sujets qui sont compliqués, mais qu'on explique pourquoi c'est important et pourquoi c'est important de tous s'en préoccuper, ça peut fonctionner. On peut faire de l'audience avec de l'environnement, c'est pas contradictoire. Et je pense qu'il faut absolument sortir l'écologie de la petite ornière dans laquelle elle se trouve parfois, où encore les grands médias peuvent considérer que c'est chiant, que c'est barbant, que c'est pas intéressant, que ça intéresse pas les gens, alors que c'est faux. Quand vous regardez les sondages sur les principaux sujets de préoccupation des Françaises et des Français, ces dernières années, l'environnement a vachement grimpé les échelons, quoi. Il y a encore 5-6 ans, c'était à la 20e place des préoccupations. Aujourd'hui, c'est souvent à la 3e, 4e place, juste derrière le pouvoir d'achat, le chômage, l'insécurité. Donc ça a quand même vachement progressé dans l'opinion et il y a un espace pour parler d'environnement. Maintenant, le biais à éviter, c'est de parler que des trucs qui vont pas, que des trucs anxiogènes et de jamais proposer de solution. Et c'est vrai que souvent on a un peu ce travers-là quand on parle d'environnement, comme la situation est quand même pas joyeuse. Et factuellement, ce qui se passe n'est pas joyeux. On a tendance à donner beaucoup de mauvaises nouvelles et à jamais aller chercher la solution, à jamais expliquer aux gens ce qu'on peut faire pour changer ce qu'on vient de dénoncer. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans Sur le Front, c'est ce que je fais dans les livres, c'est ce que j'essaie de faire à la radio, c'est aussi de proposer des solutions. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières d'agir, mais au moins on propose quelque chose aux gens. Alors là, il y en a qui vont dire oui, mais on sort des limites du journalisme, là c'est du militantisme, etc. Bon, peu importe, on s'en fout. Moi je pense que ce qui compte, c'est de ne pas laisser les gens avec l'information un peu accablante et de leur dire maintenant débrouillez-vous avec ça, parce que ça génère ce qu'on appelle de l'éco-anxiété, du stress, et les gens ont l'impression que ça ne sert à rien de changer parce qu'ils vont se faire écraser par la puissance des phénomènes qui sont à l'œuvre. Et dans la même logique, moi j'essaie de fuir absolument dans les émissions, mais en général dans les prises de parole, ce que j'appelle la course à la pureté, c'est-à-dire ce travers que peut avoir le militantisme par moment, de chercher l'exemplarité parfaite, le fait que les gens légitimes pour s'exprimer seraient uniquement ceux qui ont un impact proche de zéro, qui ont vraiment une attitude exemplaire du point de vue environnemental. Et on retrouve le fameux discours pour discréditer les gens qui parlent d'environnement. Ah oui, t'es écolo mais t'as un iPhone, t'es écolo mais t'es allé en vacances au Maroc il y a 3 ans, t'es écolo mais t'as mangé un barbecue il y a 6 mois. Et en fait, cette logique-là, elle ralentit le changement, elle fige le changement parce que les gens ont peur de prendre la parole en anticipant le fait qu'on va leur dire oui mais attends tu dis ça mais regarde t'as des Nike ou regarde bon là c'est des Veja pas de bol mais t'as des Nike et en fait c'est vrai que ce réflexe là quand les gens sont mis dans une situation d'inconfort, parce que parler d'écologie, ça interroge nos modes de vie. Donc en fait, on touche à l'intime, on touche à ce qu'on mange, on touche à nos loisirs, on touche à nos familles, on touche à nos poubelles, à nous. On fouille dans nos vies quand on parle d'environnement, inévitablement. Et donc face à ce malaise-là, les gens ont tendance à vouloir renvoyer la balle pour éviter une remise en question et à chercher chez le porteur du message ce qui ne va pas. Et donc je pense qu'il faut que les porteurs de messages assument le fait que oui, on a des contradictions. On est dans une société de consommation qui nous met dans des situations contradictoires. Oui, on peut être engagé pour l'environnement et pour autant, de temps en temps, manger de la viande, de temps en temps, prendre l'avion. Oui, c'est possible en fait. Et ce qui compte, c'est la trajectoire globale de réduction de l'impact, d'où on part, où on va. Et je prends souvent cet exemple sur la question de l'alimentation. Moi, je suis végétarien. Bon, certains disent, c'est pas assez, tu devrais être végane. D'autres disent, c'est trop extrême. Bon, peu importe, chacun fait ses choix individuels, mais ce qui compte, pourquoi moi je suis végétarien, c'est pour participer à réduire le volume de consommation de viande et de poisson. 86 kg par an et par personne de viande quand même, la moyenne mondiale c'est 40 kg, donc on mange 2 fois plus de viande que la moyenne mondiale, alors qu'on n'en a pas besoin, on n'est pas un pays en situation de malnutrition. Et d'ailleurs les pays en situation de malnutrition sont souvent ceux qui mangent le moins de viande, et quand vous voulez essayer de sauver une population de la famine, vous leur donnez pas de la viande, vous leur donnez au contraire des protéines végétales, des légumineuses, de l'huile, du sel, enfin bon, peu importe, je m'éloigne. Tout ça pour dire que ce qui compte, c'est de réduire ce volume global. Parce que ce volume global de consommation induit de l'élevage industriel, l'élevage artisanal, plein air, bio,
est incapable de répondre à cette demande. On ne peut pas d'un côté manger 86 kg de viande par an et par personne et de l'autre dire on veut de l'élevage artisanal. Ce n'est pas compatible. Ce volume de consommation implique des élevages industriels où la norme d'élevage en France pour le poulet, plus de 80% des poulets de chair élevés en France sont élevés dans ce qu'on appelle des élevages standards. C'est 22 poulets par mètre carré. Donc c'est une feuille à 4 par poulet, moins d'une feuille à 4 par poulet. Le cochon, c'est 1% de plein air en France. 1%. Donc 99% des cochons n'ont jamais accès à l'extérieur. Ça, c'est la réalité. Et si on veut qu'il n'y ait que l'élevage plein air, que l'élevage artisanal, il faut diviser par 3, 4, 5, 6, 10 notre consommation de viande. On ne peut pas avoir une demande aussi élevée. Donc ce qui compte, c'est de réduire ce volume. Et il vaut mieux avoir des millions de gens qui divisent par 3, 4 leur consommation de viande que d'avoir 10 000 véganes. C'est beaucoup plus efficace en termes d'impact sur la souffrance des animaux, en termes d'impact sur la pollution atmosphérique, sur les rejets dans les rivières, etc. Mieux vaut beaucoup de monde qui change pas totalement tout de suite que peu de monde qui change tout de suite. Et ça s'applique à tous les domaines en termes environnementaux. Et c'est pour ça que la course à la pureté, qui consiste à porter au nu le changement immédiat et à critiquer le changement progressif, c'est le pire ennemi pour moi de la transition environnementale. Voilà. Et donc il faut s'encourager, il faut réduire cet impact, et tant qu'on est dans une dynamique de réduction de cet impact, il faut l'applaudir et il faut l'accompagner, parce que si on cherche ce qui ne va pas, on décourage les gens. Et en plus en France, nous on a un truc quand même un peu dans ce pays révolutionnaire, c'est que quand on vous dit ce que vous devez faire, en général, pour faire chier, vous allez faire l'inverse. Et c'est vrai, c'est très vrai, c'est ce qu'on appelle l'effet de réactance, ça a été étudié en économie. Plus vous dites à quelqu'un il faut faire ça, plus il va avoir l'impression que sa liberté individuelle est attaquée, et donc il ne va pas écouter le fond de ce que vous avez à lui dire, il va se concentrer sur je défends ma liberté individuelle. Et donc non, je ne t'écoute pas, je continuerai à faire comme ça parce que c'est ma liberté. Et il faut absolument tout faire pour contourner cet effet de réactance et arriver à avancer ensemble. Ouais. Et au-delà de cette pureté, on l'applaudit. Toi comme moi, on est journaliste, mais on est suivi par beaucoup de personnes, et toi par beaucoup plus de personnes que moi, qui vont faire attention aux choix qu'on fait justement en termes de consommation de viande, qui a un impact énorme. J'ai remarqué, moi, en postant sur mes réseaux, qu'il y avait énormément de réactions. Je me suis permis de poser la question à ma communauté, d'ailleurs, s'il y avait des questions à te poser, et j'ai remarqué que tu avais d'abord énormément de fans dans ma communauté qui posaient des questions. J'en ai une que j'ai envie de t'adresser parce que je leur ai promis que je te les adresserais. On joue le rôle tu joues le rôle, toi, de lanceur d'alerte en nous alertant sur des sujets hyper importants. Là, on a parlé de la terre qui nous nourrit. Ce serait quoi pour toi le prochain sujet sur lequel il va falloir qu'on fasse du bruit pour bouger, pour alerter? Vous avez 6 heures devant vous. Le sujet, un mot peut-être. Non, mais alors moi je me considère pas comme un lanceur d'alerte parce que moi en fait je fais juste un travail de journaliste, c'est-à-dire je fais mon métier, j'enquête, je dévoile des informations, j'informe le public. Oui, mais lanceur d'alerte pour moi c'est vraiment des gens qui sont au sein d'entreprises ou d'institutions et qui vont dénoncer au péril de leur métier ce qu'ils voient, ce dont ils sont témoins. Et d'ailleurs, c'est ça le statut de lanceur d'alerte. C'est des gens qui prennent des risques professionnels ou personnels pour dévoiler des informations. Je vais peut-être juste préciser ma question du coup, parce que moi c'est moi qui dis lanceur d'alerte, parce que j'entends très souvent quand je vais faire mes reportages des critiques à ton égard, en particulier sur l'agriculture. Voilà. C'est très étonnant ça. C'est très étonnant. Certaines que je comprends et d'autres où je prends clairement ta défense en disant on a besoin d'Hugo Clément pour lancer des alertes. Moi, je pense que c'est important. Oui, sur cet aspect-là, le journalisme en général est un lanceur d'alerte. Oui, mais toi en particulier. Ouais. Mais non, un sujet. On parle beaucoup du climat et c'est très important et évidemment il faut s'en préoccuper à fond. Moi je trouve qu'il y a un sujet dont on parle beaucoup moins et qui est peut-être aussi grave que le climat, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et autant le climato-scepticisme aujourd'hui est très mal vu. Il y a beaucoup de gens la plupart des gens se moquent maintenant du climato-scepticisme. C'est vu comme une opinion très marginale et très minoritaire, même s'il y en a. Mais c'est vu maintenant comme marginal. Autant le biodiversité-scepticisme, alors ça c'est complètement accepté, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ministre de l'Agriculture qui vous explique les yeux dans les yeux qu'il n'y a pas d'élevage industriel en France, que les pesticides, il n'y a aucun problème, vous pouvez arroser des champs de glyphosate, ça ira très bien. Et là ça passe, nickel. On entend des trucs complètement dingues sur la biodiversité. Alors que les chiffres de la biodiversité, je vais vous en donner quelques-uns, sont encore plus alarmants que ceux du climat.
L'effondrement du vivant autour de nous, il n'y a pas besoin d'aller voir les rhinocéros, les éléphants en Afrique pour le constater. On a perdu en Europe 30%, en 30 ans, pardon, on a perdu 80% des insectes volants. 80% des insectes volants en 30 ans en Europe. C'est-à-dire sur l'échelle de ma vie, j'ai un peu plus, j'ai 34 ans, on a perdu 80% des insectes volants. Des insectes volants qui sont indispensables dans la pollinisation, donc qui sont juste indispensables pour nous nourrir, c'est-à-dire que sans pollinisateurs, il n'y a pas d'agriculture, ou en tout cas il y a une bonne partie de l'agriculture qui ne peut plus fonctionner. On a perdu, c'est un effet des insectes, 30% des oiseaux dans les plaines agricoles en 30 ans. Les alouettes des champs, on en perd à peu près 1% par an. Donc c'est un rythme d'effondrement qui est très important. Si vous prenez tous les mammifères de cette planète et que vous calculez leur biomasse, c'est-à-dire leur poids, le poids du vivant, 96% du poids des mammifères sur la planète aujourd'hui, ce sont les humains et leurs animaux. Donc les humains, les vaches, les cochons, les chats, les chiens, etc. Ça, c'est 96% de la biomasse des mammifères. Il reste 4% de mammifères sauvages dans la biomasse des mammifères sur la Terre. Donc on a fait le vide autour de nous. On est en train de créer un cimetière sur lequel on règne. Alors ça, il n'y a pas de souci. On est les plus forts. Alors là, on se balade entre les tombes et puis on dit qu'on est trop fort, trop intelligent. Mais on crée un cimetière autour de nous sans forcément comprendre et sans réaliser que la mort du vivant, c'est notre mort à nous aussi. Et pour moi, le point central de notre rapport au vivant, c'est la vision qu'on a de nous-mêmes. On pense, à tort, qu'on est en dehors du règne animal. D'ailleurs, on dit les animaux et nous. La pire chose que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est de lui parler comme un chien. Si vous dites « Ah, il m'a traité comme un animal », c'est pas très positif, quoi. C'est péjoratif. Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux, nous ne sommes rien d'autre que des animaux. Des mammifères, des grands singes, des primates, de la même famille que les hominidés, donc les chimpanzés, les gorilles, nous sommes dans la même famille qu'eux. Nous sommes une espèce Homo sapiens très jeune, à l'échelle de l'évolution. On a 300 000 ans à peu près. La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années, donc elle est 15 000 fois plus vieille que nous. Il y a eu 15 000 fois plus de temps sans nous qu'avec nous. On oublie qu'on n'est pas la première espèce d'humain à avoir vécu sur cette planète. Il y a eu d'autres espèces humaines avant nous qui nous ressemblaient beaucoup. Je prends l'exemple souvent que j'aime bien de Homo erectus. Bon, Homo erectus, s'il y en avait un dans la salle ce soir, là, parmi nous, ou un ou une, peut-être qu'on se retournerait en se disant qui est cette personne un peu marginale, très poilue, sûrement qu'il se sentirait un peu fort, mais on l'identifierait comme un humain, cet Homo erectus parmi nous. On ne se dirait pas c'est un autre animal, on se dirait c'est un humain. Homo erectus a vécu 2 millions d'années et il a disparu. Il a vécu 6 fois plus longtemps que nous pour le moment, Homo erectus. Est-ce que nous, on va tenir 2 millions d'années? C'est peu probable, au rythme où on est parti. Très peu probable. Et c'est pas être effondriste que de dire ça, c'est la réalité de la loi de l'évolution. Et donc, on oublie ça. On oublie que 300 000 ans, à l'échelle de la Terre, c'est un battement de cils. Si la Terre avait 24 heures, on apparaîtrait à 23h59 et 58 secondes. C'est ça la réalité. Donc quand on dit il faut sauver la planète, alors ça on l'entend, il faut sauver la planète, sauver la planète, sauver la planète. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas nous qui allons tuer la planète. La mauvaise, c'est que la planète va mourir quoi qu'il arrive. Dans à peu près 4 milliards d'années, le Soleil va devenir une géante rouge, va absorber progressivement toutes les planètes du système solaire, dont la Terre, qui va entrer en fusion. Toute vie à sa surface sera impossible. Et contre ça, il n'y a rien, mes chers amis, que nous puissions faire. Nous sommes donc condamnés, enfin la planète est condamnée à mourir quoi qu'il arrive. Mais on mourra bien avant la planète. Même si on change nos comportements, même si on devient tous ultra écolo, même si on arrête d'émettre du carbone, la loi de l'évolution qui touche les mammifères est la même pour tous et sera la même pour nous. Nous ne tiendrons pas 4 milliards d'années. Nous allons disparaître quoi qu'il arrive. Donc de quoi on parle en fait? On ne parle pas de sauver la planète, on ne parle pas de sauver notre espèce, on parle de ne pas réduire la plage de vie qui nous est offerte par l'évolution. Nous avons une plage de vie possible devant nous qui peut durer des millénaires, qui peut durer des centaines de milliers d'années, qui peut durer des millions d'années, ou qui peut durer quelques siècles. Voilà. Et ce que nous faisons aujourd'hui, la manière dont nous nous comportons aujourd'hui, va déterminer la plage de vie qu'Homo sapiens, nous, va pouvoir continuer à exploiter sur cette Terre. Et de changer cette manière dont on se voit, c'est-à-dire comme la quintessence de la création, comme si nous étions à part du règne animal, ça change aussi la manière dont on se comporte avec les autres. Parce que quand on considère les autres comme des égaux, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'écraser les moustiques qui vous piquent. J'anticipe des remarques qu'on me fait parfois. Oui, mais ça veut dire quoi? Que si un moustique vous pique, vous ne l'écrasez pas? Alors non. Si un moustique me pique, je l'écrase.
Car ils m'agressent et je me défends. Si j'ai des punaises de lit dans mon appartement, oui, je vais les exterminer. Car elles nuisent à ma qualité de vie. Si je suis en randonnée au milieu de la forêt et que par malheur un animal sauvage m'agresse et agresse mes enfants, oui, je vais le tuer et je vais me défendre. C'est ton choix personnel, hein, cela dit. Il y a beaucoup de personnes qui font le choix de ne pas les tuer, et les bouddhistes en premier lieu. Beaucoup, je sais pas. Il y en a peut-être certains. Mais France, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu n'est pas de construire un monde sans violence. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on est souvent caricaturés, nous, les écolos en général, comme des bisounours, oh là là, ils aiment les petits oiseaux. Bon, c'est vrai, j'aime les petits oiseaux, mais il n'est pas question d'aller vers un monde non violent, car un monde non violent, c'est un monde où la vie disparaît. La vie telle qu'elle existe sur Terre est basée en partie sur la violence. Nos écosystèmes sont bâtis sur la violence. Le rapport entre les proies, les prédateurs sont des rapports violents. Quand un loup mange un chevreuil, c'est violent. On ne peut pas dire le contraire, le chevreuil souffre atrocement. La question qu'on doit se poser, c'est quelle est la nécessité de la violence que nous infligeons aux autres animaux. Quand un loup tue un chevreuil, il inflige cette violence pour survivre. Quand nous, on inflige un certain nombre de violences, par exemple quand les peuples autochtones d'Amazonie chassent et tuent des animaux pour manger, moi j'estime que c'est une violence qui est légitime, car elle permet la perpétuation du peuple d'Amazonie. Quand en revanche nous, on met un taureau dans une arène, qu'on s'amuse à le torturer pendant 2h30 avant de lui couper les oreilles et de faire « Olé !» sous les applaudissements de la foule. Quelle est la nécessité en termes évolutifs de faire ça? Zéro. Quelle est la nécessité d'enfermer et d'abattre en France 3 millions d'animaux par jour pour la consommation humaine, 3 millions d'animaux par jour, en sachant qu'on mange déjà trop de protéines, on mange trop d'animaux, il y a trop d'obésité, trop de surpoids, c'est un fléau majeur de santé publique. La nécessité, n'est pas là, on peut faire autrement. Quelle est la nécessité de faire des cultures industrielles en France sur des milliers et des milliers d'hectares qu'on destine à l'exportation pour des élevages intensifs de l'autre côté de la planète, notamment en Chine? Il n'y a pas de nécessité d'infliger cette violence. Ce sont des violences dont on peut se passer. Et donc c'est ça qu'il faut identifier. Il faut identifier toutes les violences qu'on peut réduire. Et ça, c'est un premier pas, pour réduire notre impact sur la biodiversité. Et je vais finir parce que je sens que tu me regardes avec tes yeux de vite. Il faut finir cette réponse, elle est beaucoup trop longue. Je te rappelle, on est là pour faire un échange. Non, c'est vrai. Non, mais je finis là-dessus parce que c'est important. Je finis par deux choses. La première, c'est pour comprendre l'importance de la biodiversité, il faut voir le monde dans lequel on vit comme une maison dans laquelle on habite tous et toutes et où chaque brique de cette maison est une espèce. Voilà, ça c'est la biodiversité. Si vous enlevez quelques briques dans la maison, il ne se passe rien. Et on se rend compte de rien. Si vous enlevez des dizaines, des centaines de briques, on commence à voir des petites fissures, on commence à voir que ça ne va pas, on est dans cette situation aujourd'hui, mais l'édifice tient et donc on continue notre vie. Et puis le jour où vous enlevez trop de briques dans la maison s'effondre et on meurt tous ensemble. La biodiversité, c'est ça. Donc il faut réagir avant d'arriver au point où il n'y a plus assez de briques pour tenir tout l'édifice. Et on l'a vu pendant la pandémie du Covid, il y a un rapport de l'IPBES, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, qui est sorti et qui nous a expliqué que plus la biodiversité décline, plus on est exposé à des pandémies et plus ces pandémies sont meurtrières. Quasiment toutes les pandémies de ces dernières années sont liées à la destruction de la biodiversité. Et ça va ne faire que s'aggraver. Donc soyons égoïstes, pensons à l'humain, pensons à nous et arrêtons de détruire les autres parce qu'on a besoin des autres pour survivre. Il y a un monsieur que j'aimais beaucoup qui est mort la semaine dernière, qui s'appelait Frans de Waal, qui était un grand primatologue néerlandais, qui a notamment écrit un bouquin formidable que je vous recommande, qui s'appelle La dernière étreinte. Il a étudié toute sa vie l'intelligence des chimpanzés, des bonobos. Et toute sa vie, on lui a posé une question à Frans de Waal, on lui a demandé quel est le propre de l'homme? Qu'est-ce qui fait que nous sommes une espèce à part entière? Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des autres, et notamment des autres primates? Frans de Waal, il a étudié des dizaines d'hypothèses. On disait ce sont les outils, c'est la conscience de la mort, c'est la conscience du temps qui passe, etc. C'est l'empathie, on est les seuls à avoir de l'empathie. Toutes sont tombées, toutes les hypothèses sont tombées. Frans de Waal a montré tout au long de sa vie qu'aucune ne tenait pour expliquer ce qui faisait le propre de l'homme. Et donc, quand il avait face à lui un journaliste qui insistait pour lui dire « mais quand même, nous sommes homo sapiens, on n'est pas n'importe qui, on envoie des touristes dans l'espace, pas déconner. On a réussi à inventer la bombe atomique, c'est quand même une preuve d'intelligence. Ou pas. Frans de Waal répondait oui, il y a peut-être quelque chose qui nous différencie du reste du règne animal, c'est notre arrogance. Voilà. Et je trouve que c'est assez vrai, c'est assez révélateur. Et pour finir sur une citation que j'aimerais que vous reteniez parce qu'elle est très vraie, elle vient d'un monsieur qui s'appelle Hubert Reeves, qui lui aussi est parti l'année dernière, grand astrophysicien, vulgarisateur scientifique de génie, spécialiste de l'histoire du cosmos, qui disait qu'on était tous des poussières d'étoiles parce que tous les noyaux des atomes qui nous constituent ont été engendrés dans des étoiles qui sont mortes il y a plusieurs milliards d'années. Voilà.
Et il disait, aujourd'hui l'homme mène une guerre contre la nature, s'il gagne, il est perdu. Et ça résume tout ce que je viens de vous dire. J'aurais dû commencer par ça. On l'applaudit. En tout cas, je remarque, que ma question sur le lanceur d'alerte qui ne te plaisait pas au début, elle t'a inspiré parce que tu viens de parler 15 minutes. Ouais, alors moi je peux tenir 2 heures sans... Il faut vraiment m'arrêter à un moment. Hein, parce que... Je t'arrêterai, c'est promis. Je t'ai promis. Non, mais quand je t'entends, évidemment, tu viens de parler de ce qui fait le cœur de ton livre, le théorème du Vaquita. La question que je me pose, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour que ces briques, elles disparaissent pas les unes après les autres? Comment on fait nous aussi en tant qu'humanité pour se mettre ensemble? Pour revenir juste à mes followers à qui j'ai posé la question, évidemment, ceux qui étaient les plus réactifs, les plus agressifs, même à ton égard, c'était les éleveuses, les éleveurs, tu peux l'imaginer. Pas tous, ça dépend, il y a différents types d'élevage. Et alors là, on va juste prendre un tout petit peu de distance et regarder le vivant peut-être un tout petit peu différemment. Il y en a une que j'ai vraiment envie de te lire. Et tu n'es pas obligé de faire 15 minutes, c'est promis. Tu peux juste répondre rapidement. Un éleveur qui m'a écrit « Je travaille chaque jour avec le vivant. Je travaille mon sol le moins possible. » Ça, c'est quelque chose dont tu as parlé Sur le front, pour protéger les vers de terre. Qu'est-ce qu'Hugo Clément ferait à ma place pour continuer cette transition alors que les consommateurs et les consommatrices, aujourd'hui, veulent des produits toujours moins chers? C'est vraiment le sujet qui nous occupe en ce moment. Comment tu ferais? Alors pour répondre à la question, il faudrait avoir plus d'informations sur le modèle d'élevage qui met en place. Est-ce que c'est de l'élevage bovin? Est-ce que c'est un autre type d'animal? Est-ce que c'est de l'élevage extensif? Est-ce que c'est du bio? Comment il nourrit ses vaches? Mais au-delà de ça, la question qu'il pose, c'est vraiment la question de comment est-ce que nous, en fait, en tant qu'humains, pour justement animer, pour montrer les solutions. Je vais essayer d'être synthétique. Pour moi, il y a 2 axes majeurs pour agir. Il y a l'action individuelle, qui n'est pas suffisante mais qui est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir des changements sans changer nous-mêmes, donc ça implique d'identifier à notre échelle, en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire son bilan individuel, pour avoir le moins d'impact possible. Et je reviens à ce que je disais au début, ça ne veut pas dire n'avoir aucun impact, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer tout de suite. Changer un peu, c'est déjà mieux que de rien faire, donc il faut identifier ce qu'on peut changer. Ça passe par l'alimentation. Évidemment, oui, réduire le volume de produits animaux, ça tous les scientifiques sont d'accord, hein. Il faut manger moins de viande, moins de poisson, on le sait. Il faut manger moins de produits transformés. C'est pour ça que les produits véganes ne sont pas forcément des solutions non plus, parce qu'il peut y avoir des produits ultra transformés qui ont aussi un très fort impact sur la santé et sur l'environnement. Il faut manger local, de saison, enfin tout ça c'est des évidences. Je ne vais pas vous faire ici la liste des changements individuels. Il faut faire attention à son mode de transport. Pardon, je me permets d'interrompre. Je vais juste te donner 3 exemples concrets. Moi je suis allé voir pour mes reportages par exemple, tu dois la connaître, Émilie Janin, qui a mis en place un abattoir mobile. Elle s'est plantée parce qu'elle n'avait pas la clientèle et la chaîne de valeur qu'il fallait pour qu'elle arrive à ce public-là. Je suis allé voir un mec qui a importé une solution du Japon. Je te donne juste 3 exemples. Un éleveur qui a importé une solution du Japon pour faire du riz bio en remplaçant les pesticides dans les rizières, tu l'as peut-être déjà vu, par des canards qui vont manger les mauvaises herbes ou les adventices, je préfère les appeler les adventices, plutôt que d'utiliser des produits chimiques qui vont polluer. Ça, c'est génial. Comment on fait pour rendre ces solutions accessibles au public, à nos publics? Est-ce qu'on pourrait mettre nos forces en commun pour essayer d'éviter que des personnes comme ça, comme cet éleveur, nous pourrissent sur les réseaux sociaux, pour que ces solutions elles soient mises en valeur et qu'elles atteignent leur public? Est-ce qu'on pourrait... Alors déjà, il y a une chose qu'il faut poser pour parler de ce débat-là, c'est que l'élevage, ça ne veut rien dire. C'est comme les journalistes, les policiers, les professeurs. On est d'accord. L'élevage, ça ne veut rien dire. La réalité aujourd'hui en France, c'est que la norme de l'élevage, c'est de l'élevage industriel. Pas forcément en nombre d'emplois. Et c'est ça qui est terrible avec l'élevage industriel, c'est que ça produit énormément d'animaux, très peu d'emplois. Je vous donne 2 exemples. Il y a un projet de méga élevage qui doit avoir le jour dans la Drôme, avec 1 million de poulets élevés par an dans un seul élevage, 3 emplois à temps plein. Il y a un méga élevage qui doit avoir le jour en Haute-Vienne avec 5000 bovins envoyés à l'abattoir chaque année, 5 emplois à temps plein. 1 emploi pour 1000 vaches, je finis. Donc la réalité c'est ça. Non, la réalité, c'est que ça, c'est le lanceur d'alerte. C'est le rôle qui est hyper important. Non, mais j'en viens. Aussi. Ne sois pas trop pressé, Pierre. J'arrive aux solutions. Tu l'as remarqué, j'ai beaucoup de patience. J'arrive aux solutions. Non, mais les solutions, déjà, c'est les consommateurs. Je suis désolé de revenir à ça. Mais si on veut acheter des produits toujours moins chers et consommer 86 kilos par an et par personne, ça ne fonctionne pas. On pourra dire ce qu'on veut, on pourra faire des grandes conférences pendant des heures. Ça ne marchera pas. La première des choses, c'est de réduire ce volume. Ça, c'est la base. Tant qu'on ne réduit pas le volume, on ne trouvera pas de solution parce que les producteurs, eux, seront mis dans une pression de la production.
pour répondre à la demande, et donc dans une pression du prix, et donc devront concentrer les animaux dans des bâtiments pour réussir à se tirer un salaire. Donc c'est inévitable de passer par une réduction de la consommation. Ensuite, il y a aussi les politiques publiques. Qu'est-ce que l'État incite à faire ou non? Quelles subventions sont données à tel modèle d'élevage ou non? La réalité aujourd'hui de la PAC, politique agricole commune, donc les subventions européennes pour l'agriculture, dont la France est le premier bénéficiaire en Europe, des millions d'euros d'argent public chaque année, c'est que ce sont les plus grosses exploitations qui trustent la majorité des aides. Donc les petites exploitations, les petits éleveurs bio, les petites exploitations en maraîchage, etc., touchent beaucoup moins de PAC que les gros modèles industriels qui pourtant dégagent beaucoup plus de rentabilité. Donc ça, on peut le changer, et ça, c'est une question politique. Comment on attribue cette subvention? C'est une décision politique. On peut très bien décider d'arrêter de subventionner l'élevage intensif. C'est totalement possible. La conséquence, c'est que dans les mois qui suivent, l'élevage intensif s'effondrera, parce qu'ils ne tiennent qu'avec les subventions publiques. On peut décider d'arrêter de subventionner uniquement à l'hectare, mais de subventionner aussi au modèle culturel qui est mis en place. On peut très bien multiplier par 5 les aides pour le bio et les diviser par 5 pour le conventionnel. Ce sont des choix qu'on peut faire. On peut accompagner les agriculteurs financièrement à faire la transition, etc. On peut aussi arrêter de produire pour l'exportation, parce que c'est ce qu'on fait en France, beaucoup. Les grands champs de maïs, les grands champs de blé qu'on arrose de pesticides, qu'on arrose d'eau aussi en plein milieu de l'été quand il fait 40 degrés dans le sud de la France à faire du maïs qui n'a aucun sens. C'est pas pour le maïs dans vos salades, hein. C'est pas pour ça que c'est destiné. C'est pour faire essentiellement de l'alimentation animale, destinée en bonne partie à l'exportation. Le blé, on l'exporte en bonne partie. Et on a mondialisé l'agriculture avec des choses où on se retrouve dans des modèles complètement aberrants. Par exemple, nous, on s'est spécialisé en France dans la céréale, blé et le maïs, et les produits animaux, donc viande et lait. Donc on exporte beaucoup ça. En revanche, on est complètement dépendant de l'étranger pour les fruits et légumes. On importe plus de la moitié de nos fruits et légumes frais. On a retrouvé un exemple assez génial, c'est les moutardes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y avait une pénurie de moutarde. Il n'y avait plus de moutarde de Dijon. T'allais à Dijon, il n'y avait plus de moutarde de Dijon. Donc les gens se sont dit, mais comment c'est possible? À Dijon, on n'a plus de moutarde de Dijon. Et en fait, on s'est rendu compte que la moutarde de Dijon, on l'a fabriquée avec des graines de moutarde qui venaient du Canada. Parce qu'on avait tout et d'Ukraine, qu'on avait tout externalisé. Donc quand il y a un problème d'approvisionnement, ben, on n'a plus de graines de moutarde, il n'y a plus de moutarde de Dijon. Les cornichons, c'est plus de 90% qui viennent d'Inde. Donc en fait, chaque pays s'est spécialisé. On s'est retrouvé en France à faire beaucoup d'élevage, mais à arrêter de faire de la protéine végétale pour nourrir les animaux. On a arrêté la luzerne, par exemple. La luzerne, qui il y a encore quelques décennies était une culture importante dans les fermes françaises, aujourd'hui a quasiment disparu. Donc on n'a plus de luzerne pour nourrir les animaux. On fait quoi? On importe du soja d'Amazonie pour nourrir, qui eux se sont spécialisés dans le soja, pour nourrir nos animaux à nous, qui vont faire du lait que nous on va exporter, notamment en poudre de lait infantile pour l'Afrique, ce qui tue les filières d'élevage en Afrique. Donc le système marche sur la tête parce qu'il est mondialisé. Et tu vois là, on passe beaucoup de temps à parler de nouveau des problèmes. Mais non, ce sont des solutions que je donne. Les solutions, elles sont très simples. Changer nos modes de consommation, accepter de manger moins de produits animaux, accepter quand on en mange de payer plus cher, en manger moins et les payer plus cher quand on les mange. Voilà, c'est ça la réalité. Accepter d'arrêter de vouloir en permanence des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Oui, il n'y a pas de fraises en hiver, c'est comme ça. En France, il n'y a pas de fraises en hiver. Et ça, c'est le consommateur qui peut faire ce travail. Personne ne le fera à sa place. Si on attend de l'État et des entreprises qu'ils changent sans que le consommateur change, ce n'est pas possible. Parce que les entreprises qui changent, s'il n'y a pas de mouvement de changement dans la consommation, elles se plantent, les entreprises. Donc on ne peut pas non plus leur demander l'impossible. Donc changer la consommation et changer l'échelle collective de l'action. Et ça, c'est la deuxième chose très importante. Quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je peux faire pour les animaux, pour soutenir le bien-être animal, la première chose à faire, c'est de s'engager dans des associations qui défendent les animaux. Parce qu'au niveau politique, dans les ministères, dans les réunions de négociation ministérielles ou à l'Assemblée ou auprès des grands groupes industriels, quand vous avez en face de vous une association qui pèse quelques milliers de membres et une association qui pèse des centaines de milliers de membres, vous n'avez pas la même écoute et la même attention. Voilà, donc ça c'est du rapport de force. Le jour où il y aura plus d'adhérents à la Ligue de protection des oiseaux que dans la Fédération de chasse, je peux vous dire que la loi sur quelle espèce on autorise ou pas à chasser, ça se passera très différemment. Très différemment. Tout est une question de rapport de force. Et les gens en face sont très organisés. Ils ne sont pas majoritaires, hein. Ils sont minoritaires. Les chasseurs sont minoritaires, les industriels des pesticides sont très minoritaires. Vous regardez tous les sondages, la majorité des Françaises et des Français sont contre l'élevage industriel, l'élevage intensif. Ils sont minoritaires, mais ils sont riches, ils sont organisés, ils sont structurés. Les chasseurs ne sont que 1 million, ce qui est beaucoup, mais ils sont tous adhérents.
1 million d'adhérents, qui payent tous une cotisation, qui se rassemblent tous quand on les appelle à manifester, comme la FNSEA, qui ont un pouvoir de blocage, qui sont très peu nombreux, mais qui sont très puissants. Eh ben, il faut qu'en face, les gens qui sont majoritaires, qui pensent qu'il faut arrêter de flinguer des cerfs avec la chasse à courre pour s'amuser, qu'il faut arrêter de torturer les taureaux dans les arènes, etc., qu'il faut arrêter de réautoriser le glyphosate pendant 10 ans alors qu'on connaît très bien les risques pour la santé humaine et pour la santé environnementale, et bien que ces gens majoritaires, qui sont tous d'accord chacun dans leur coin, arrivent à se structurer pour peser au niveau politique. Parce que tant qu'on est d'accord, mais qu'on est d'accord seul, dans nos coins, on n'arrive pas à être entendu. Le politique écoute les rapports de force. Donc il faut rentrer dans ce rapport de force, rejoindre les associations, changer sa consommation individuelle. Et déjà, si on fait ça, il y a pas mal de choses qui bougeront. Merci Hugo. Moi, je rêve personnellement d'un jour, on sera, tu vois, tu parles de rapport de force, tu parles de guerre, on va en parler du théorème du Vaquita avec vous. Tu commences le livre sur la guerre mondiale, la nouvelle guerre mondiale qui se joue. J'espère qu'un jour on arrivera à parler de ces solutions de manière pacifique. Je pense que c'est vraiment un joli catalyseur pour nous rassembler. Je pense que tu vois, toutes les personnes qui sont là, c'est le défi de l'humanité, le plus grand défi de l'humanité. Il y a plein de solutions, il y a plein de gens qui portent des solutions, y compris dans des grands groupes et des grandes entreprises, et ça c'est un point important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le monde comme les méchants, les gentils. Parce que, y compris au sein des grandes entreprises, parfois très polluantes, il y a des gens qui essayent de l'intérieur de faire bouger les process, qui essayent de faire changer les manières de produire, qui prennent parfois des risques en termes de carrière pour s'opposer à tel ou tel projet. Et on voit qu'il y a des combats qui sont gagnés. Et il faut aussi parler des combats qui sont gagnés. Bien sûr, oui. Voilà. Et y compris parmi les éleveurs et les éleveuses d'ailleurs. Y compris parmi les éleveurs et les éleveuses. Et les éleveurs bio, plein air, etc. sont les premiers à être opposés à l'élevage intensif. Ouais. Sont les premiers à savoir ce que ça cause. Et à voir les conséquences de ces... Voilà. Donc, il ne faut pas sombrer dans les écolos versus les agriculteurs, parce que, c'est faux. La plupart des agriculteurs qui travaillent la terre sont les premiers à voir ce qui se passe. Voilà. Mais les structures d'organisation comme la FNSEA, qui servent d'autres intérêts. Pardon, mais il suffit de regarder qui est le président de la FNSEA. C'est pas un agriculteur. Voilà, c'est un monsieur qui s'appelle Arnaud Rousseau, qui gère donc une exploitation de 500 hectares, donc c'est beaucoup déjà, de céréales, et qui est accessoirement président du groupe Avril, qui fait 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui est un géant de l'agro-industrie, qui fabrique notamment des huiles industrielles. Ouais, mais tu vois, donc pourquoi c'est le représentant de la FNSEA. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à parler d'Arnaud Rousseau alors qu'on pourrait aller voir les personnes qui se battent et qui galèrent. Si on descend un peu plus au sud de Paris, je peux te dire que moi je suis allé en voir, c'était hallucinant. J'aurais bien voulu que tu viennes avec moi et qu'on en parle sur les médias de la même manière qu'on a parlé d'Arnaud. Mais on le fait tout le temps Sur le Front, on passe notre vie avec des agriculteurs. Le dernier Sur le Front sur la Terre, c'était que des agriculteurs. Il faut pas tomber dans les caricatures dans lesquelles les gens veulent nous enfermer. Non, bien sûr. Voilà. Et la réalité, c'est que l'agriculture intensive, elle détruit d'abord les agriculteurs. Et c'est eux qui se chopent le risque de cancer augmenté par rapport à la population générale. C'est eux qui crèvent avec des revenus de misère et qui se suicident une fois tous les 3 jours. C'est ça la réalité. Donc l'agriculture intensive, si elle rendait heureux les agriculteurs, ça se saurait. Merci. On peut